Alors, étant donné que nous vivons dans l'ère des suites, sagas, reboots et autres revival, le studio Universal a envisagé une suite à Jurassic World avant même la sortie de celui-ci. Colin Trevorrow a écrit des synopsis pour construire une nouvelle trilogie qui peut officiellement se lancer grâce au succès commercial du dernier volet. Aujourd'hui, nous parlons du film qui a tenté d'emmener la saga ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de Jurassic World Fallen Kingdom. Sorti en 2018 et réalisé par Juan Antonio Bayona, ce film est globalement apprécié par les fans de la saga, notamment grâce à sa mise en scène soignée, son ambiance macabre et son traitement du monstrueux avec l'Indoraptor à la fin. D'ailleurs, ça me fait penser que la bande-annonce spoilait tous les événements du climax. Merci Hollywood. Jurassic World Fallen Kingdom démarre 3 ans après les événements de Jurassic World. Isla Nublar est toujours sous occupation dinosauresque, avec des ptéranodons et ptérodactyles qui ne sont toujours pas allés voir si l'herbe est plus verte à Porto Rico. Suite au réveil d'un volcan menaçant les animaux vivant sur l'île, Owen et Claire sont engagés par le milliardaire Lockwood pour aller sur place aux côtés d'une équipe de gens qui ont vraiment l'air d'être des gentils, afin de sauver les dinosaures pour les emmener dans un sanctuaire situé sur une île voisine. Je vous vois venir. Pourquoi ils ont construit un parc sur une île où il y a un volcan ? Alors déjà, il est dans le bouquin de base, et ensuite, on a déjà vu des volcans éteints se réveiller tout à coup. Alors pourquoi pas ? La situation part en vrille car Mère Nature a décidé de déchaîner les enfers sur Isla Nublar pendant que Blue, le T-Rex et une vingtaine d'autres espèces sont emmenés par les braconniers. Oui, car ils n'ont pas fait semblant d'être gentils longtemps. Ils m'ont menti. Nos héros parviennent à s'échapper de l'île en s'incrustant sur le bateau, puis tout ce beau monde débarque dans un manoir où une vente aux enchères est prévue afin de faire du blé sur les dinosaures. Nous découvrons la nouvelle création d'Ingen, l'Indoraptor, qui parvient à s'échapper et à foutre la merde dans le manoir. Owen et Claire rencontrent également Maisie, petite fille de Lockwood, qui est en réalité le clone de sa fille décédée, que le milliardaire a reproduit à l'identique car il ne supportait pas d'avoir à vivre avec cette perte. Quelques morts et péripéties plus tard, nos héros parviennent à libérer Blue, à se débarrasser de l'Indoraptor, et tous les dinosaures enfermés au sous-sol du manoir sont destinés à une mort certaine à cause des gaz qui inondent la salle. Une fois que tu auras appuyé, on ne pourra plus faire marche arrière. Prise d'une crise d'empathie aiguë, Maisie libère les animaux qui bouffent le blanc friqué. Ouais, c'est ça, tu apprends vite. Et finissent dans la nature. Le film s'achève sur des dinosaures dorénavant en liberté sur le continent avec lesquels l'humanité devra apprendre à cohabiter. Commençons par ce qui saute aux yeux, la mise en scène de ce film est dingue. Dès la scène d'ouverture, Bayona a décidé de nous montrer qu'il n'est pas ici pour faire un film familial et bon enfant. L'ambiance maussade et inquiétante, de par cette tempête en pleine nuit, instaure un sentiment d'insécurité qui pose les bases pour le reste du film et qui n'est pas sans rappeler la scène de l'attaque du T-Rex dans le premier volet. Le mosasaure qui referme sa gueule sur le sous-marin, l'apparition tout en subtilité du T-Rex, Fallen Kingdom nous dit ici que les dinosaures seront plus dangereux que jamais et que les personnages vont vraiment craindre pour leur vie. Sans parler du titre qui arrive pour la première fois avec un logo et une petite animation, toujours en nous faisant comprendre que le film sera sombre. Fallen Kingdom est divisé en 2 parties bien distinctes, dont la première est assez classique et déjà vue dans la saga, bien qu'elle soit de très bonne qualité. Nous avons cette superbe scène entre Claire et Franklin, avec un dinosaure qui apparaît de manière intermittente qui nous offre un beau moment de suspense. Ou encore un joli plan séquence quand les deux sont coincés dans la gyrosphère. La seconde partie du film est quant à elle complètement folle, avec un réalisateur qui a décidé de nous plonger dans une sorte de manoir hanté où le danger rôde en silence. L'Indoraptor, bien que présenté trop tard dans le film à mon goût, mais on y reviendra, est parfaitement filmé avec des plans qui mettent sa silhouette en valeur, comme si Bayona était passionné par la créature qu'il décide de mettre en scène. Ce n'est pas un dinosaure, c'est bel et bien un monstre comme le cinéma n'en fait plus. J'adore ce passage où le braconnier, certes complètement débile, entre dans la cage de l'animal pour lui arracher une dent et finit en falafel avec un peu plus de violence qu'à l'accoutumée. L'animatronique de l'Indoraptor est sublime, ce qui me fait dire que s'il y a un film de la saga qui critique les effets spéciaux numériques au profit du pratique, ce serait plutôt celui-ci vu le nombre d'animatroniques qu'il présente. En faisant évoluer le monstre dans un espace restreint, Bayona instaure une ambiance à la Alien où chaque recoin peut cacher une menace. Nous voyons dans les mouvements de l'Indoraptor que c'est une créature complètement folle, diablement intelligente, obsédée par la mort et prête à tout pour éliminer les protagonistes.
Sans oublier, bien sûr, la scène hommage à Dracula qui a fait retenir la respiration de tous ceux qui l'ont vu, avec un plan qui m'arrache la gueule à chaque fois que je le vois. Et en parlant de plans qui m'arrachent la gueule, en voilà un que j'ai très envie d'imprimer et d'encadrer chez moi. Vous l'aurez compris, je suis plutôt fan du travail de Bayona sur ce film. Le réalisateur s'est même amusé à glisser quelques easter eggs et références aux fans de la saga. Petit florilège. Owen qui retrouve Blue près de la voiture d'où Tim et Rand sont sortis. Le brachiosaure en train d'étouffer qui reprend la même pose que dans Jurassic Park. D'ailleurs, c'est selon le réalisateur le même animal que dans le premier film. Également, nous avons Maisie qui, une fois dans le monde charge, a du mal à le fermer, ce qui est un clin d'œil visuel à Lex qui fait semblant d'être coincé dans le four. Mais là, du coup, je me demande si la porte du monde charge est vraiment coincée ou si la gamine fait exprès sans aucune raison. Nous avons aussi l'Indoraptor, qui bouge sa griffe comme les vélociraptors du premier film, et enfin notre Roberta nationale, comprendra qui pourra, qui à la fin de ce film nous retape exactement la même pose qu'à la fin du premier volet. C'est discret, c'est efficace, et à part l'histoire du monde charge, je trouve que tous ces petits clins d'œil fonctionnent à merveille, car ils n'empêchent pas ceux qui n'ont pas les références d'apprécier la scène. Et vu mon discours, vous devez vous dire que j'ai adoré Fallen Kingdom. Non. Il est très réussi, je trouve qu'il est brillant par instant, mais il possède un seul et unique défaut narratif qui va m'empêcher de pleinement rentrer dedans. Je vous explique. Ce film est divisé en deux parties, claires et distinctes, qui font environ la même durée. Seulement, je trouve que chacune est trop courte et manque de développement, provoquant une certaine frustration chez moi. Le début sur l'île, bien que très intéressant, est finalement beaucoup trop rushé, quand la fin dans le manoir semble expédiée. C'est comme si les producteurs avaient imposé à Bayona de faire un film de 2 heures et qu'il n'avait gardé que le strict nécessaire pour le bon développement de son intrigue. Je dirais que Fallen Kingdom gagnerait à bénéficier de 15 minutes supplémentaires sur Isla Nublar et 15 minutes également dans le manoir avec l'Indoraptor. Les deux parties de cet opus ne se répondent pas et constituent presque deux films différents qu'on a tenté de coller ensemble avec du scotch et des bouts de ficelle. À tel point que la présentation de l'antagoniste du film arrive au bout de 55 minutes. C'est bien trop tard. Quitte à vouloir nous raconter l'histoire du sauvetage sur l'île et de la vente aux enchères en une seule fois, prenez au moins le temps de le faire. Il n'y a aucune raison qu'il dure 2 heures ce film. Il arrive directement après le succès commercial du premier. On sait que le public sera au rendez-vous. Surtout à l'ère des blockbusters de presque 3 heures. Putain, même John Wick s'est permis cette liberté. Désolé les gars, mais pour moi, il manque clairement une bonne demi-heure à ce film. Devant Fallen Kingdom, j'ai l'impression de regarder un speedrun, avec 2 histoires très bonnes, mais mal liées entre elles, et dont aucune n'a le traitement qu'elle mérite. Et ça, c'est frustrant. Bon, passons aux personnages. Les protagonistes de Fallen Kingdom sont restés les mêmes, ou ont évolué d'une manière crédible et logique, contrairement à Malcolm qui changeait totalement de personnalité entre le premier et le deuxième volet. Genre Claire qui est devenue une activiste souhaitant préserver la sécurité des dinosaures, ça j'y crois et ça marche. Cela permet d'aborder la question du droit animal dans la saga, ce qui est vraiment bienvenu. Owen reste le garde-chasse badass qui cette fois construit une maison au lieu de réparer une moto, sinon c'est exactement le même, il n'a pas évolué d'un iota. Il fait un peu plus de blagues que dans le film précédent, notamment celle-ci qui me fait beaucoup rire. Si jamais je reviens pas, souviens-toi, c'est toi qui m'as amené ici. Je vais m'en sortir. Ou encore la scène où le personnage est sous tranquillisant alors que la lave s'approche de lui, nous donnant un beau numéro de contorsionniste. D'autre part, tout le monde a l'air de détester le personnage de Franklin. Bon, c'est un comic relief sans intérêt, disons-le, mais il s'agit d'Ezekiel dans The Get Down, et rien que pour ça, le personnage a mon respect. Ah, Netflix, vous avez du sang sur les mains! En revanche, j'ai un plus gros problème avec la vétérinaire là. Genre, t'es une paléo-vétérinaire, tu es censé savoir soigner tout type de dinosaures et... T'en as jamais vu? Non, sérieux? Quand tu étais en formation dans ton école que j'imagine prestigieuse, car on t'apprenait à soigner des putains de dinos, vous n'avez pas fait une excursion à Jurassic World? Non, parce que vu le discours du boss du dernier film et celui de John Hammond dans le premier volet, ça ne paraissait pas si inaccessible en réalité. Ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ces animaux. Quant à l'antagoniste, campé par le mec qui a fait Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux et Capitaine Stottlemeyer dans Monk, oui, j'aime bien vous mindfuck de temps en temps, sa caricature est au niveau du talent de l'acteur.
Ce qui veut dire qu'il a beau être cliché, il ne me dérange pas vu qu'il est bien interprété et que son intervention dans le film se limite au strict minimum. Et en parlant de personnages, n'oublions pas la fameuse Blue, qui passe de dinosaure entraîné par Owen à véritable labrador aimant qui fera tout pour protéger son maître. Pour la première fois, la saga use d'anthropomorphisme afin d'explorer de nouveaux horizons, des horizons originaux où nous avons dorénavant un dinosaure qui peut être gentil. Sans oublier que Blue se fait libérer dans le sous-sol du château et se retrouve au 3e ou 4e étage par miracle alors qu'elle n'a aucune idée que l'Indoraptor s'est échappé et s'en va bouffer la gamine. Gamine qu'elle ne connaît pas d'ailleurs. Alors pourquoi elle la sauve ? Nous avons même un passage qui nous montre Blue et sa fratrie quand ils sont tout jeunes, voyant que le lien entre elle et Owen était présent dès le début. Et pendant la scène de la transfusion, on sent vraiment que les deux ont une relation forte, c'est touchant. C'est juste dommage que le film ait décidé d'en faire trop, car on en vient même à voir Blue pleurer, quoi. Et à la fin, tout comme dans Jurassic World, les deux se quittent sur un dialogue à la fois ridicule et mignon. « Viens avec moi, Blue. »« Non, je ne retournerai pas en cage. »« Adieu !» Et pour revenir sur l'Indoraptor, oui, car j'ai encore du négatif à dire sur lui, il nous est montré comme un monstre complètement dopé, avec des sens très aiguisés qui en font l'une des plus grandes machines à tuer qui ait foulé le sol terrestre. Il est doté d'un quotient intellectuel comparable à celui du Vélociraptor. Il est pourvu entre autres d'un odorat surdéveloppé. Sauf que 15 minutes plus tard, Bon, et maintenant qu'on a dit tout ça, quel est le message sous-jacent du film ? Eh bien c'est simple, Jurassic World Fallen Kingdom nous parle de la question du choix. À l'instar de Matrix Reloaded et Revolutions qui traitaient la même thématique, Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi persister? Parce que j'en ai fait le choix. celle-ci est présente dès le début du film. Faut-il laisser les dinosaures mourir ? L'homme qui se prend pour Dieu a recréé des dinosaures peut aujourd'hui les sauver d'une nouvelle extinction, mais le doit-il ? Nous avons une analogie qui est faite avec le nucléaire qui nous a dépassés et pourrait aujourd'hui nous éteindre. Sauver ces dinosaures, cohabiter avec ces dinosaures, implique un bouleversement au niveau de la biodiversité qui ne peut être sans conséquence sur notre mode de vie. Malcolm, qui fait un caméo dans le film, prédit que si nous les sauvons, nous allons vers un choc des dominants et des dominés, et que cela remettrait en cause notre place sur Terre, voire l'existence de notre espèce. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça oui, mais quitte à mettre l'espèce humaine en danger ? L'homme est l'architecte de sa propre destruction dans ce film, et les conséquences d'un tel choix ne peuvent être que catastrophiques. Malcolm le disait déjà dans le premier film. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Les choix et les conséquences sont au cœur du propos de Fallen Kingdom, qui porte comme rarement la grande question de Jurassic Park et l'exécute avec une fin implacable, plaçant les enjeux dorénavant au niveau de la survie de notre espèce et du choc planétaire que provoquerait la cohabitation avec des dinosaures. Alors ok, ils sont max une 50aine, mais ça c'est sans compter ceux vendus aux quatre coins du monde que les blindés se sont achetés. On peut faire une petite digression sur le prix des dinosaures dans ce film. Des animaux aussi rares, que dis-je, uniques, sont vendus 10 millions, 15 millions, 28 pour l'Indoraptor. Mais c'est pas cher. Tu peux rajouter un zéro facile. Non, parce qu'en vrai, je me dis que pour la première fois au monde, il y a une vente aux enchères avec des dinosaures. Ça doit être une soirée hyper sélecte, où seulement les plus grosses fortunes du monde peuvent venir. Et les plus grosses fortunes du monde, c'est les milliardaires. Et vous savez ce que ça représente 1 milliard ? C'est 1000 millions. 1000 millions. Vous croyez que 15 millions de dollars, ça représente quoi pour ces gens ? Peanuts. Et oui, la digression est longue, mais j'anticipe vos futurs commentaires qui me diront que 28 millions pour un Indoraptor prototype unique, c'est un prix raisonnable. Les gars, ils comptent pas en millions ces gens-là. Ils font des affaires qui brassent tellement d'argent. Dans ce cadre, un dino à 28 millions, c'est pas une vente aux enchères, c'est une brocante.
Pour conclure, je vous dirais que Fallen Kingdom est très cool. Il respecte le lore de la saga Jurassic tout en prenant le risque de l'emmener ailleurs, chose que beaucoup d'autres sagas qui durent dans le temps n'ont pas encore osé faire. Ce film est très bien réalisé et nous montre des plans que personne n'aurait imaginé pouvoir venir d'un Jurassic World. Alors, même si le tout reste caricatural, même si Blue devient un personnage humanisé et même si les deux parties du film pâtissent d'un manque de développement, ouais, Fallen Kingdom reste un super film bourré de promesses pour la suite. Des dinosaures en liberté sur le continent. Vous imaginez le potentiel de ce concept ? Jurassic World pourrait devenir une saga qui ressemble à la planète des singes là. La portée philosophique est bien présente et la cupidité de l'homme est toujours au centre du propos en faisant l'architecte de sa propre destruction. Fallen Kingdom porte en lui un changement plein d'espoir pour une saga qui se devait, après le dernier opus, de trouver de nouvelles choses à raconter. Et le film a non seulement raconté quelque chose, mais aussi préparé le terrain pour un dernier volet. Une confrontation ultime entre hommes et dinosaures afin de protéger notre place d'espèce dominante sur Terre. Et ça, c'est ballsy. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!